nous reprenons notre émission. Alors, je suis maintenant avec Laurent Silvestri de Destiny. Bonjour Laurent. Bonjour Johan. Ça va? Très bien. Bon, on est en fin de salon déjà, donc il y a eu on a encore pas de mal de monde. l'énergie. On a encore un peu d'énergie. Alors, directeur des opérations, avec pas mal d'actualités. Non, pardon. Cofondateur. Oui, mais voilà, Cofondateur, Cofondateur. c'est mon rôle opérationnel. Voilà, d'accord. Et alors, on a vu que ça avait été une année très riche pour Destiny. Alors, on va peut-être pas pouvoir tout dire, mais apparemment, on peut parler quand même de votre actualité. C'est mobile MBCAS. C'est comme ça qu'on dit? Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors MBCAS, ça veut dire Mobile Business Communication as a Service. Donc on parle évidemment de solutions de communication dans le cloud, de téléphonie dans le cloud. Le marché a tendance à parler de Unified Communication as a Service, mais on a un énorme différenciateur qui est le fait d'intégrer les réseaux mobiles dans notre offre. Donc au lieu de faire de la téléphonie fixe, on fait vraiment de la téléphonie mobile convergente qui va faire converger à la fois le fixe, le mobile et les appels Teams du client, les conversations Teams. Donc on est vraiment dans une convergence des flux de communication et cette plateforme est mobile first, donc on l'appelle Mobile Business Communication as a Service. Alors vous l'aviez lancé il y a une petite année, c'est ça? Au mois de mai l'année dernière, sur une première version bêta qui s'est enrichie tous les mois, puisqu'évidemment c'est une plateforme qui est 100% SaaS as a Service, sur lequel on fait des évolutions continues. D'accord. Donc, beaucoup d'évolutions, ce qui nous permet de faciliter l'accélération à laquelle on met, la vitesse à laquelle on met les innovations à disposition de nos clients. Et l'accueil est bon alors? Comment? L'accueil? L'accueil est pas mal, mais c'est vrai qu'on est on est en avance sur le marché d'une certaine manière. Pourquoi? On part du mobile et le marché a plutôt tendance à partir du fixe pour vendre de la téléphonie. Donc là, on est vraiment dans la téléphonie d'entreprise mobile. Oui. Donc on évangélise le marché. On sait que c'est le marché de demain. C'est la fin du fixe d'une certaine manière à échéance 5 à 10 ans. Et on est un peu en avance. Donc il faut éduquer le marché. Il faut éduquer les clients, il faut éduquer les partenaires. Mais l'accueil est très bon quand même. Alors voilà, on peut aussi parler peut-être du passage à l'échelle du groupe. Alors, Ouais. c'est-à-dire? Alors le groupe en fait, bon, tu sais qu'en 2020, je me suis associé avec des homologues belges. On a fait une très grosse levée de fonds. On a fait plus de 25 acquisitions durant les 4 dernières années. Donc évidemment, quand tu fais cette stratégie qu'on appelle buy and build, bah, tu fais du buy, donc tu crois par croissance externe, mais il faut aussi faire de la digestion. Il faut intégrer les entreprises et il faut surtout créer une stratégie d'entreprise unifiée auquel tout le monde adhère. Donc ça veut dire qu'on a fait cette grosse étape l'année dernière. On a repensé l'ensemble de notre stratégie, nos marchés cibles, nos technologies phares, à quel endroit on veut être dans 3 ans. Et on a réussi, non sans mal, parce que c'est beaucoup de transformation pour les équipes aussi, à faire passer tous ces messages et à devenir aujourd'hui une entreprise unifiée. Je dirais unifiée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du central, il y a beaucoup de choses qui se passent évidemment en décision centrale en termes de stratégie. Et puis nos pays sont plus maintenant des actions commerciales avec un engagement à fournir un service de qualité pour les clients. Alors on peut peut-être le redire, hein, donc le central ça se passe En Belgique, en grande partie. Voilà, c'est une entreprise de 1000 personnes. 1200 à peu près, ouais. Voilà, en France il y en a 160. 180. 180. Et qu'est-ce qui a changé? Alors, votre métier historique a quand même pas mal évolué. Oui, alors on sait qu'on doit être innovant, on doit porter l'innovation. On a fait le choix d'acheter 7 éditeurs. Donc on a maintenant la capacité d'innovation à travers à peu près 250 développeurs, principalement basés en Angleterre et en Suède. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans le SaaS, on fournit du soft. Donc on doit, en tant qu'éditeur, fournir l'hébergement. On a fait le choix d'être souverain à l'échelle européenne et donc de déployer notre propre cloud et de ne pas reposer sur AWS ou Azure. C'est un choix groupe évidemment, hyper important parce qu'on le voit notamment à l'échelle des conflits à l'heure actuelle. La géopolitique nous impose un peu d'indépendance. Et puis en tant qu'opérateur, on doit être opérateur voix, opérateur mobile dans l'ensemble des pays. On est aussi opérateur internet, fixe et mobile. C'est un mélange en fait la convergence des métiers qui nous impose d'être à la fois éditeur, opérateur pour fournir une offre complète à nos clients.
Et on peut dire que vous avez fait le choix donc de faire du télécom as a service. Alors, télécom as a service, on le fait déjà depuis un certain nombre d'années. Mais là, on est vraiment passé à cette téléphonie dans le cloud qui devient téléphonie mobile dans le cloud. Et là, évidemment, c'est du as a service. C'est une vraie transformation du business model. Et c'est aussi à l'échelle des attentes qu'on a vis-à-vis de notre écosystème de partenaires, beaucoup d'évolutions, des approches métiers. On va vers le client sur des besoins métiers, on répond à des problématiques très opérationnelles sur lesquelles on est capable d'amener de la valeur. Donc on n'est pas dans la commodité, on est vraiment dans l'approche valeur et on doit rééduquer l'ensemble de notre réseau de partenaires autour de ça. D'accord. Alors avec quelle croissance l'année dernière? L'année dernière, ça a été un peu complexe. Évidemment, le marché était difficile. On est en pleine crise économique. On a eu 2 fois plus de défaillances d'entreprises en 2023 par rapport à 2022. On a réussi à, malgré aussi notre transformation interne, qui est toujours difficile, Oui, qui prend de l'énergie. à faire 8% de croissance. Donc c'est pas monstrueux, mais en même temps, le groupe fait plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Donc évidemment, faire des Oui, croissances à mal. 2 chiffres, c'est pas toujours simple. Et puis par contre, on a une très belle rentabilité. Donc ça aussi c'est bien, c'est un gage de qualité pour nos partenaires et c'est aussi la capacité de continuer à innover. Alors ce qui a tiré donc l'activité et ce qui ne l'a pas tiré? Alors on est sur différents types de marchés. On a le marché de la connectivité qui est plutôt sur une courbe stable maintenant, puisque on passe du cuivre à la fibre, mais on fait que du remplacement d'une certaine manière, même si on est un peu en conquête. Mais ce marché de la connectivité est relativement stable, même si on est en train de le compléter avec des solutions de cybersécurité pour aller chercher des relais de croissance. En parallèle, on a le marché du SIP trunk, donc de la VoIP, de la VoIP, qui lui est en faible croissance, j'ai envie de dire. Et par contre, le marché en vraie croissance, c'est la mobilité. Depuis le Covid, tout le monde travaille en mobilité, que ce soit avec un PC portable, avec un téléphone portable. Donc l'équipement des utilisateurs en carte SIM ou en eSIM est en train d'exploser. Et notre téléphonie mobile d'entreprise convergente fixe mobile est un vrai relais de croissance pour nous. D'accord. Et alors finalement, cette migration fin de cuivre, c'est pas une opportunité si importante que ça? Si, c'est une grosse opportunité quand même parce que on doit amener les clients. C'est pas du 1 pour 1 pour le client. On apporte vraiment beaucoup de bénéfices à travers la fin du cuivre. C'est l'accélération de la digitalisation d'une certaine manière. Donc c'est un vrai moyen de raconter une nouvelle histoire à nos clients, d'amener une offre un peu plus 360 aussi. Alors évidemment, il y a des sujets qui sont très basiques, et puis on a aussi des clients qui ont peur du changement. Mais c'est là qu'en fait, on doit éduquer notre réseau de partenaires. On a beaucoup marketé nos offres pour simplifier la commercialisation et que les partenaires portent un discours marketing. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, les clients recherchent de la valeur, recherchent des bénéfices, de la productivité et pas que des économies. Donc la fin du cuivre, c'est une transformation post-Covid qui est clairement là, vers beaucoup plus de mobilité, mais aussi beaucoup plus de digitalisation. D'accord, donc de la cyber. La cyber, mais aussi des applications digitales. D'accord. Et dans nos métiers, de la téléphonie très connectée. D'accord. Qui va se connecter alors évidemment aux différents réseaux fixes, mobiles, oui. Teams comme je viens d'en parler, mais aussi au CRM, aux applications métiers des clients, pour vraiment enrichir le métier du client. Okay. Donc une vraie opportunité pour le channel de raconter une nouvelle histoire. Alors 2024, ça se présente comment ? 2024 évidemment, alors on le sait, c'est encore une année de crise, les conflits sont toujours là, il y a beaucoup d'insécurité au niveau mondial. Donc c'est pas le meilleur moment pour les entreprises les entreprises se posent toujours beaucoup de questions, ont des cycles de décision un peu longs, mais on est vraiment dans cette accélération de la fin du cuivre. Donc le contexte marché de notre marché est vraiment bon. Le contexte économique est encore très douloureux, on va dire. Mais on espère encore faire une croissance à peu près 10% sur cette année. On est très prudent sur les acquisitions, beaucoup plus mesuré qu'on a pu l'être durant les dernières années. Oui. L'argent n'a pas le même coût, donc quand on fait une acquisition, évidemment, on est très prudent. Donc on continue de structurer le groupe Destiny comme une seule entité qui va vraiment être visible à l'échelle mondiale, dans tous les pays dans lesquels on est présent, d'une certaine manière. De la même manière,
qu'on ne soit pas différent quand on approche un client en Suède, quand on l'approche en France ou aux États-Unis. Vraiment cette approche cohérente d'un groupe comme on doit l'être en fait au final, après toutes ces acquisitions. Très bien. Merci Laurent. Merci Johan. Bonne fin de salon. Merci toi aussi. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau plateau de cette édition 2024 d'IT Partner. Je suis avec Bruno Covin, directeur général de Monaco Télécom. Non, Monaco Digital. Monaco Digital, pardon. C'est vrai. Alors peut-être redites-nous qui est Monaco Digital. Donc bonjour, merci de m'accueillir encore une nouvelle fois cette année sur votre plateau. Donc Monaco Digital Group est une SN qui a été créée, imaginée sur Monaco pour effectivement accompagner l'écosystème monégasque dans sa transformation digitale et dans la stratégie du gouvernement sur ce sujet, et qui s'est développée maintenant depuis une quinzaine d'années pour aujourd'hui devenir une SN régionale parce que nous avons aujourd'hui exporté nos compétences, notre savoir-faire au-delà des frontières de Monaco, sur la France et même jusqu'à Paris. D'accord, parce que vous avez donc des agences On a effectivement des agences aujourd'hui sur Sophia Antipolis, à proximité de Monaco, une agence sur Aix en Provence, une agence à Lyon et une agence à Paris. Très bien, donc vous êtes exporté. Exactement. Alors, effectivement, je vais vous poser les questions habituelles. Comment s'est passé pour vous l'année 2023 ? Écoutez, l'année 2023, pour nous, elle a été un petit peu dans le prolongement des années précédentes. C'est toujours effectivement dans notre volonté de croissance, notre volonté de développer des nouvelles offres, de tenir nos engagements sur cette stratégie. Donc, des événements importants comme le développement de notre offre SOC sur Monaco, et la création du premier SOC souverain, effectivement, à Monaco, que nous avons inauguré lors des Assises de la sécurité en 2023. D'accord. Alors, vous parliez de croissance, apparemment elle est toujours forte, hein, autour de 15%, c'est ça ? Cette année, en 2023, elle s'est effectivement un petit peu calmée, mais on est aujourd'hui à 15% de croissance. Énorme encore. Voilà. Ça reste effectivement une bonne dynamique. Et nous avons atteint cette année, effectivement, nous avons dépassé de peu, mais nous l'avons dépassé. C'était un objectif, les 60 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Et pour un effectif de 300 personnes, hein ? On est à 322 personnes exactement au niveau du groupe, qui est constitué effectivement de plusieurs entités aujourd'hui. Donc Monaco Digital, Monaco Cybersécurité, qui est l'entité pure player autour de la cybersécurité, et Avant-Garde Consulting en France. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a particulièrement tiré l'activité en 2023 ? Alors, chez Monaco Digital Group, on porte plusieurs métiers. On va dire le SN aujourd'hui s'appuie sur effectivement des services d'intégration, des services de support et d'infogérance, des services d'ingénierie logicielle, de consulting et de cybersécurité. Aujourd'hui, bien sûr, 2023, la partie cyber a vraiment été importante, un développement important. Mais malgré cela, les autres centres de services ont effectivement également continué leur développement, que ce soit sur l'ingénierie au logiciel, que ce soit sur l'infogérance et comme l'intégration. D'accord. Sur la cyber, du coup, c'est une activité qui représente combien de personnes ? Aujourd'hui, c'est 35 consultants avec une offre de services assez complète, une offre de services bien entendu de consulting, d'accompagnement à l'homologation, aux audits de sécurité, et à côté de ça, tout un tas de services qui aujourd'hui nous permettent effectivement de produire une offre de SOC basée à Monaco, et avec un fort développement depuis l'année dernière. Et là, nous sommes satisfaits effectivement de l'attente, en tout cas du marché, sur une offre de SOC de proximité et souverain. D'accord. Pourquoi souverain ? Souverain, puisque effectivement aujourd'hui nous sommes capables sur Monaco de proposer un environnement, une offre de SOC qui est hébergée sur Monaco et qui garantit à l'ensemble des entreprises monégasques que les données récoltées pour analyser et superviser leur environnement restent sur Monaco, hébergées sur le cloud souverain de Monaco qui est Monaco Cloud, dont nous sommes aussi actionnaires minoritaires, mais pour lequel nous avons participé à cette aventure. D'accord. Et ce SOC, il est commercialisé également par Avant-Garde sur le côté sur la français ? France, bien entendu. Aujourd'hui, nous avons
Le nombre de clients que nous avons, il est reparti à peu près 50-50. Donc nous avons des clients en France, sur la région parisienne, en Belgique, parce qu'effectivement nous accompagnons nos clients au niveau européen. D'accord. Et donc aujourd'hui nous sommes capables de fournir ce service bien au-delà des frontières de Monaco. Ce sont des entreprises de quelle taille? Alors on va dire que ce sont des entités. Alors sur Monaco nous avons quelques clients, des entités on va dire dans la santé, dans le service, qui vont dépasser le millier d'utilisateurs. Sur la France, nous accompagnons un ou deux groupes effectivement également de plusieurs milliers d'utilisateurs. Et puis nous avons aussi des clients de PME, beaucoup plus petites, on va dire, d'une centaine de collaborateurs qui aujourd'hui attendent effectivement ce service pour garantir la sécurité et le renforcement de la sécurité de leur infrastructure. D'accord. Donc ce SOC, il a été lancé il y a 1 an, c'est ça? Pardon? Il a été lancé il y a 1 an? Alors, il a été lancé, non, il y a plus longtemps. En fin de compte, ça va faire aujourd'hui 2 ans et demi qu'il est opérationnel. D'accord. Il a démarré graduellement, d'abord par du service managé, limité sur un périmètre bien précis. Et aujourd'hui, il est capable effectivement d'offrir un SOC dans sa totalité, sur 24/24, 7 jours sur 7. Et il est vraiment opérationnel depuis 1 an et demi. Donc on peut parler de SOC externalisé, mutualisé, externalisé. Tout à fait. Et de proximité. Et de proximité. Il est motorisé avec quels outils? Et comment a évolué justement la motorisation du SOC sur les 12 derniers mois? Le choix de l'outil pour arriver effectivement a été de s'appuyer sur Sequoia, donc, qui est une offre également souveraine en France. Voilà. Ça pour nous c'était important. C'est quelque chose que nous avons challengé pendant plusieurs mois avec d'autres produits sur le marché. Et c'est le produit qui nous a semblé le plus adapté à cette offre que nous vous souhaitions apporter auprès de nos clients. Et aujourd'hui, c'est un outil sur lequel on a fortement investi en compétences, fortement investi en développement, accompagné par Sequoia, qui nous a d'ailleurs fait, on va dire, confiance pour eux-mêmes accepter de positionner cette plateforme sur Monaco, pour dédier cette infrastructure aux clients monégasques. D'accord. Voilà. Donc c'est un vrai partenariat que nous avons initié avec Sequoia. Très bien. Alors vous avez également quelques motifs de fierté. Vous me disiez que vous avez remporté des marchés publics notables. Et notamment avec le GIE Red IT, dont on avait déjà parlé ici, mais voilà, peut-être nous rappeler effectivement comment fonctionne ce GIE et quel marché public vous avez remporté. Alors, le GIE est un projet que nous avons initié maintenant il y a 4 ans, il a été créé il y a 4 ans, qui a d'abord été créé avec 2 adhérents principaux qui sont à l'origine de la création de ce GIE, qui sont le groupe Real IT et le groupe Monaco Digital. On peut rappeler où est Real IT? Real IT est une structure qui est basée sur Aix-en-Provence, dont le siège est à Aix-en-Provence, et qui est également une ESN de taille à peu près équivalente à Monaco Digital. Et qui est concurrente sur les mêmes expertises ou c'est complémentaire? Non, alors nous sommes sur les mêmes expertises, mais on pourrait dire concurrents, mais on a dépassé la stratégie, l'objectif, l'ambition du GIE, c'est de dépasser effectivement cette notion de concurrence. C'est de bien comprendre qu'en fin de compte, aujourd'hui, nous sommes sur des secteurs géographiques bien différents. On peut avoir des recouvrements, mais l'idée est de plutôt travailler en confiance, en partenariat, pour pouvoir aujourd'hui se renforcer et devenir plus forts ensemble. Et c'était ça l'idée, le concept même de la création de ce GIE. Et ça nous a permis effectivement de voir d'autres entités nationales nous rejoindre. Alors c'est pas nouveau, hein, ça fait maintenant quelques années qu'elles sont en place, mais des entités comme Actea à Bordeaux. D'accord. Abicom à Clermont-Ferrand. Oui. Le groupe Soluceo Exanet qui nous a rejoint effectivement historiquement. Depuis quelque temps, le groupe Ilian qui a lui-même été racheté par le groupe OCI. Aussi. Donc aujourd'hui, nous avons une structure d'à peu près 8 adhérents au niveau national. D'accord. Une couverture complète. Un chiffre d'affaires consolidé sur l'ensemble de ces structures de plus de 400 millions d'euros. Un peu plus de 1200 collaborateurs et 50 sites couverts sur la France. Très bien. Donc cette approche, si vous voulez, qui est un
un GIE, tout simplement. Oui, alors je voulais vous demander en quoi cette approche diffère des groupements traditionnels qu'on trouve. Parce que premièrement, il n'a pas vocation à grossir plus que ça. D'accord, donc Voilà. là vous arrêtez. Le dernier adhérent. Le dernier adhérent, c'est Iliane qui nous a rejoint. Quand En début, on va dire, les discussions, les échanges ont commencé à être initiés il y a un peu plus d'1 an. Et là, pour l'année 2024, Iliane nous rejoint. Alors, il y a plusieurs niveaux d'adhérents, si vous voulez, mais là, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'ils puissent effectivement s'intégrer dans les réponses aux marchés publics sur lesquels nous souhaitons nous positionner au niveau national, des marchés publics, bien entendu, et nous permettre ainsi de pouvoir garantir à nos clients, à nos futurs clients, une présence complète nationale, avec le même niveau de compétences et de services garantis. Donc Iliane va vous apporter la partie ouest. Exactement. Le groupe aussi, la partie est. Abicom et Soliceo, le centre. Actea, l'ouest, sud-ouest. D'accord. Et une conciliation. Et Soliceo c'est la région Grenoble, Grenoble centre. Voilà. Ok, donc voilà, la couverture est complète aujourd'hui. Voilà. Et du coup, vous attaquez des gros marchés publics. Oui, tout à fait. Alors nous avons déjà, il y a 2 ans, remporté un premier marché régional qui est le marché du CITIAM, qui couvre à peu près 8 départements dans le sud. D'accord, donc CITIAM, c'est... C'est un syndicat mixte qui accompagne les collectivités sur effectivement toute la partie informatique, les services informatiques. Ok. Et l'année dernière, nous avons remplacé un des lots du marché du RESAH. D'accord. Voilà. Donc en 2024, on a l'ambition d'aller se positionner sur de nouveaux marchés. Lesquels? Alors il y a le marché du Canut, il y a le marché du... Rappelez-moi. Alors Canut, c'est un tout nouveau marché qui s'ouvre, qui vient de se créer et qui lance ses premiers lots. D'accord. Sur quel secteur? Le secteur géographique? Non, l'activité. Alors les lots, ça va être sur la partie poste de travail, sur la partie infrastructure, sur la partie conseil. D'accord, mais pour les collectivités, Non, pour les collectivités, toujours. Oui, collectivités, voilà. D'accord. Ok, donc vous avez l'ambition de vous positionner sur ce marché. Voilà, des nouveaux lots, des nouveaux marchés qui vont être sortis par le RESAH, également répondre sur ces lots et se positionner sur ces lots. Ok, bon, Et on est ouvert effectivement à toutes les opportunités éventuelles de nouveaux marchés qui pourront être ouverts sur 2024. Très bien. Voilà. Alors vous avez déménagé en 2023. Alors nous n'avons pas déménagé, on s'est agrandi. Vous êtes agrandi. Effectivement, avec la stratégie du développement de notre offre cyber et de Monaco Cybersécurité, il a fallu effectivement pousser un petit peu les murs. Donc pour simplifier, nous avons pris un étage supplémentaire dans l'immeuble où nous sommes dans l'immeuble à Monaco. Vous êtes où? Nous sommes en face du stade de Monaco, dans la zone industrielle, on va dire, de Monaco, même si ça peut être surprenant, mais effectivement. Il y en avait une. Alors on va dire une zone d'activité qui se développe fortement autour du service, donc le site de Fontvieille. Et nous avons dans un immeuble qui est l'immeuble Le Copori, aujourd'hui 3 étages. Donc c'est 3 plateaux de 800 mètres carrés. Et nous avons dédié fin 2022, début 2023, un plateau de 550 mètres carrés dédié uniquement et exclusivement à Monaco Cybersécurité pour héberger l'ensemble des offres de conseil, d'audit et du SOC, bien entendu. Alors vous avez bien... Ces bureaux et le SOC en particulier, nous avons eu l'honneur de recevoir le prince Albert II pour l'inauguration de ces locaux en début d'année 2023. Vous avez mis en place une démarche RSE et vous sortez votre premier rapport annuel cette année. Alors ça, effectivement, c'était une envie, un projet que nous avions initié fin 2022 et que nous avons démarré 2023. Effectivement, c'est une démarche autour de la RSE. Donc nous avons eu la chance d'avoir nos équipes qui étaient extrêmement motivées pour démarrer ce projet. Nous avons créé une GS Team, nous avons été accompagnés par un cabinet spécialisé autour de ces solutions, de la RSE. Et nous avons effectivement démarré l'année 2024 avec notre premier rapport édité. Il est sorti. Il est sorti, en tout cas il est chez nous. On va en publier effectivement des extraits et qui nous engage sur les prochaines années, sur effectivement des projets importants qui vont nous permettre de progresser au niveau de la RSE, au niveau de nos activités. Très bien.
Alors on ne va pas rentrer dans les détails. Alors pour 2024, bien, vous prévoyez de la croissance toujours, atteindre les 75 millions d'euros. Donc là vous êtes au niveau du groupe, tout à fait. Au niveau hein. du groupe, oui. Oui, hein, Monaco Digital plus Avant-Garde, hein, c'est ça. Plus Avant-Garde Consulting en France, plus Monaco Cybersécurité et également, puisque nous en sommes actionnaires, Monaco Cloud. D'accord. Et bien voilà, précisément le cloud, c'est un de vos axes de développement cette année avec l'IA. L'IA est un sujet effectivement sur lequel nous travaillons depuis maintenant plusieurs mois, on va dire plusieurs mois, Oui. et qui est aujourd'hui nécessaire en tout cas dans l'accompagnement de nos clients. C'est une demande de nos clients et il faut aujourd'hui que nous puissions les accompagner dans ces choix, dans ces use cases que l'on va pouvoir mettre en place et identifier, aussi bien entendu dans la mise en œuvre de ces solutions, mais également dans le changement d'usage et d'habitude en interne. Parce qu'au-delà de la solution, les équipes doivent effectivement être accompagnées dans cette transformation. Et ça, c'est effectivement le point sur lequel nous voulons être au rendez-vous pour nos clients. Vous pensez être prêt quand ? Alors nous avons déjà aujourd'hui les premières offres qui devraient sortir d'ici, on va dire, fin du premier semestre. Mais nos équipes, aussi bien sur la partie conseil, sur la partie cyber, puisque effectivement l'intégration d'un outil d'IA dans l'entreprise a des impacts forts sur la gestion de la donnée. Et il faut bien que chaque entreprise comprenne à quel niveau effectivement l'IA va interagir avec ces données. Et puis effectivement dans les équipes d'intégration qui accompagneront les clients dans la mise en œuvre de ces environnements. Très bien. Bon, bien, on se donne rendez-vous dans les prochains mois pour l'année prochaine, avec grand plaisir. Merci Bruno. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Maintenant avec Christian Martins, dirigeant de Comas, ou devrais-je dire plutôt ex-dirigeant ? Ex-dirigeant. Voilà, alors vous aviez une entreprise que vous aviez créée il y a une trentaine d'années dans la région de Lille, à Valenciennes. Lille, oui, Lille. Lille, pardon. Et vous venez de céder vos parts. Céder, voilà. Alors, peut-être nous redire qui est Comas et ses principales activités. Alors, Comas, c'est une société que j'ai créée avec mon associé Laurent François il y a effectivement 30 ans. On est spécialisé dans tout ce qui est infrastructure, réseau, mise en place de solutions pour nos clients et de les accompagner surtout dans les nouvelles technologies en fait. Donc, c'est une structure de quelle taille ? Une structure de quelle taille ? Alors, on est 9 personnes, principalement des techniciens en fait. Au niveau commerce, je suis tout seul. Enfin, plus depuis qu'on a été racheté, mais j'étais tout seul. Et depuis qu'on a été racheté, il y a un nouveau dirigeant, un directeur général, qui fait un peu de commerce également, et puis on va dire, qui commence à suivre un peu le métier parce que c'est un nouveau métier pour lui. Donc, voilà, d'accord. Donc vous êtes en accompagnement. Voilà. Vous restez dans l'entreprise, voilà. à des fonctions commerciales essentiellement, développement commercial. Rencontre, voilà, c'est ça. Et donc la société qui vous a racheté, c'est la société Euroinfo en fait. C'est la holding de la Euroinfo, mais c'est les dirigeants d'Euroinfo qui sont installés à Valenciennes et qui eux avaient plus un secteur valenciennois et donc. Mais qui fait le même métier. Et qui fait le même métier, oui. Ils avaient plus besoin de certaines de nos compétences. Lesquelles ? Les infrastructures serveurs. D'accord. On avait des technologies que nous utilisions depuis déjà plusieurs années et qui souhaitaient acquérir, avoir un complément et aussi une proximité de la région lilloise en fait. Alors ce qu'il faut dire, c'est que vous venez du monde AS400. Alors, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, oui. Et alors aujourd'hui, qui sont vos principaux partenaires ? Enfin, je ne sais pas si vous raisonnez de cette manière-là, mais vous êtes sur du... Aujourd'hui, on travaille quasiment au niveau infrastructure exclusivement avec HPE. D'accord. Après, avec les grands du marché, Microsoft pour le cloud, Microsoft pour les solutions standards du marché, tout ce qui est Office 365. Évidemment, on fait de l'hébergement cloud avec un partenaire Scalaire en l'occurrence. Oui, local du coup. Local aussi. Là, et on fait un peu d'hébergement sur nos propres infrastructures. On fait de la sauvegarde, on accompagne les clients sur les migrations Office 365. Et il y a deux activités que nous faisons aussi, c'est tout ce qui est Wi-Fi
de par de l'historique, parce que dans le monde de la S400, on avait beaucoup de transporteurs et de logisticiens. Et c'est des gens qui avaient besoin beaucoup de connexions dans les entrepôts. Et cette spécialité s'est développée à la demande des clients, où on a commencé à faire du Wi-Fi, alors à l'origine de la radio, après de la Wi-Fi sur des grandes surfaces. Donc c'est vrai que tout ce qui est analyse Wi-Fi, audit et analyse de positionnement d'antennes dans des entrepôts, dans des environnements, on va dire, compliqués, c'est un métier qu'on a développé depuis de nombreuses années. D'accord. Et parallèlement, ces clients-là avaient des besoins de vidéosurveillance aussi. Et comme, on va dire, à partir du moment où vous avez commencé à câbler ou installer du Wi-Fi, que vous le fassiez pour mettre quelques caméras en plus. Et là, on le fait avec un partenaire français qui s'appelle Viseox, qui est une solution française avec qui on travaille depuis presque 20 ans, et qui est dans la région de l'Est. Et voilà, ça, c'est nos principaux partenaires. Alors, vous êtes donc une société d'une dizaine de personnes, à vocation régionale, hein, sur des clients locaux même. Comment vous avez passé l'année 2023 ? Est-ce que vous avez ressenti, vous aussi, le ralentissement économique ? Alors, ce qui est un peu bizarre, et je l'ai toujours constaté, en dire par rapport à mes collègues qui font le même métier, on est toujours un petit peu décalé. Et nous, 2023, on a fait une grosse progression. Ou nous, les Français, on est un petit peu décalé. Vous, votre société, ou notre société par rapport à... Alors, par exemple, quand vous dites, voilà, 2023 a été un peu ralenti, pas pour nous. On a fait plus 20%. Donc voilà, et on a toujours été un peu décalé comme ça, quoi. Quand les autres partenaires me disaient c'est dur cette année, et là je dis non, nous tout va bien, quoi. En fait, voilà, on a eu vraiment la grosse période de crise, ça a été 2020, 2021, où tous les gros projets d'infrastructure ont été mis en stand-by et ils se sont décantés. Les gens ont maintenu au maximum leur infra jusqu'à ce qu'elle soit vraiment trop vieille, et c'est arrivé sur 2023. Donc là, on a eu des gros changements d'infrastructure chez nos clients, quoi. D'accord. Donc ça a été une très bonne année pour nous, d'autant plus que c'était aussi le début de la revente et de l'accompagnement par les nouveaux acquéreurs, quoi, en fait. Ok, alors est-ce qu'il y a un métier qui a particulièrement performé sur l'année écoulée, sur les métiers que vous nous avez décrits? On a fait pas mal de vidéosurveillance en 2023. Il y a une raison? Je sais pas, peut-être. J'en sais rien. Là, vraiment, c'est un peu le hasard. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait plus de problématiques, plus de vols, qui ont fait que les gens étaient plus sensibilisés à ça. Bon, sachant que on a des clients qui sont là pour des problématiques de vol, mais aussi pour des problèmes de sécurité du personnel, sécurité, la dégradation de matériel, et aussi de plus en plus de l'aide à la production, en fait. Des caméras qui sont là pour filmer la production et voir si tout se passe bien, de manière à avoir par exemple un opérateur qui est capable de voir plusieurs machines en même temps, quoi, en fait. Et comme c'est le même système, ça se développe de plus en plus. Alors effectivement, l'événement marquant pour vous, ça a été la vente de l'entreprise. Et votre fierté, c'est de l'avoir porté jusqu'ici. 30 ans avec le même associé. Donc ça, effectivement, c'est une fierté, parce que j'entends souvent des gens qui se disputent, ça se finit mal. Nous, on a fait 30 ans ensemble. Alors lui, il s'occupait de la partie technique, moi de m'occuper de la partie commerciale, avec une confiance absolue. En chacun son métier, en fait, si vous voulez. Donc moi j'avais confiance en lui, il avait confiance en ce que je faisais, moi je m'occupais de la gestion. Lors de son départ de retraite, je me suis occupé de ses documents. Enfin voilà, vraiment une confiance totale. Et voilà, c'est une fierté, parce qu'on est arrivé jusqu'au bout du chemin ensemble, on a vendu ensemble, voilà, et on est toujours en contact, évidemment, quoi. Donc c'est quelque chose dont je suis fier. Alors une des difficultés que vous avez rencontré l'année dernière, c'est les encours fournisseurs. Ça s'est un peu durci, c'est ça? Quand vous êtes une petite structure comme la nôtre, c'est toujours compliqué, surtout si vous ne faites pas forcément des gros résultats. Oui, alors c'est ça qui m'interpelle, c'est que vous avez 30 ans de métier, et en général vos confrères, après 30 ans de métier,
Bah, ils sont 150, 300. Vous, vous avez choisi de rester petit. Voilà, c'était pas une volonté. Je suis pas un spécialiste du management. Donc commencer à être 30, 40, 50 salariés, c'était pas mon objectif. Et mon associé non plus. On était bien. On cherchait une forme d'indépendance en fait, pouvoir proposer des solutions à taille humaine à nos clients. Et c'est ça qui fait la différence aussi, qui a fait la différence vis-à-vis de nos clients, parce qu'on a des clients, ça fait 30 ans qu'ils travaillent avec nous. On a encore des clients qu'on a récupérés de notre ancienne activité, qui travaillent toujours avec nous. Je pense à Roussel Informatique, au groupe Staub, vraiment des grosses structures qui nous ont fait confiance il y a très longtemps, alors qu'on n'était que tout petit, on ne connaissait rien. Et 30 ans après, on est resté avec eux, quoi. Donc voilà, c'est la dimension humaine. On cherchait à trouver un peu comme si nous étions un service informatique au service de nos clients. Comme je dis dans le slogan qu'on utilisait, c'est des solutions au service de vos performances, au service des performances de nos clients. Du coup, voilà, vous n'aviez pas cette visibilité auprès des fournisseurs et vous avez souffert donc de la... L'encours, alors là, pour le coup, je peux, on va dire, remercier Ingram Micro, parce que Ingram, c'est quelqu'un avec qui nous avons travaillé dès le début. Et bien que nous ayons des difficultés financières pendant certains passages, ils nous ont accompagnés, ils nous ont fait confiance, ce qui nous a permis de rester. Parce que, quelque part, l'encours ont le droit de vie ou de mort sur les petites structures. Si un jour ils décident et que vous n'avez pas la trésorerie, ils décident de vous arrêter, c'est fini. Vous pouvez mettre la clé sous la porte. Là, on a été accompagnés, on a pu passer ces moments de crise Covid et on a pu continuer notre activité. Un chantier prioritaire pour l'année en cours? Un chantier prioritaire? Oui. Alors lequel? Est-ce qu'il y a un chantier qui va être prioritaire cette année? Aujourd'hui, on va essayer de... Bon, évidemment, le groupe apporte, on va dire, une solidité financière forcément. Et donc du coup, on va essayer de développer commercialement. Donc là, il est probable, on va certainement se mettre à rechercher un candidat pour faire du commerce avec nous. D'accord. Donc que je pourrais certainement former également. Quoi. Voilà. Très bien, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Cyril Carat, président de Capalis. Bonjour Cyril. Bonjour Yann. Alors on va faire un peu connaissance. Vous êtes président d'une société de quelle taille? Alors on est 18. 18 personnes, vous êtes où? Rouen. Et vous êtes dans les infrastructures, l'hébergement? C'est ça, hébergement et infogérance. Service, oui. C'est ça, oui. Projet cloud. Projet cloud. Vous faites les trois, le cloud public, le cloud privé et le on-prem. C'est ça. Puis on fait de l'hybridation aussi, privé et public. Voilà, du coup, les trois en même temps. C'est ça. Vous avez des partenariats, des marques avec lesquelles vous travaillez de préférence? Oui, tout à fait. Sur le cloud public, on travaille avec Azure et OCI, donc Oracle. Sur la Oracle, oui. Oui. C'est ça. Oui. C'est une expertise historique, c'est ça? Oui, depuis 2000. D'accord. Voilà. Et puis comme le cloud Oracle aujourd'hui remonte très fort et très vite. Oui, on en entend parler. Voilà. Confirme. L'offre est mature. D'accord. Donc ça c'est pour la partie cloud public. Pour la partie operating, c'est-à-dire toute la partie transit, etc. On travaille avec deux gros acteurs internationaux, donc Cogent, qui est notre Tier 1, qui est notre transitaire. Et puis on travaille aussi avec Equinix pour les data centers. D'accord. Les deux. Et en serveur, stockage Alors serveur, on a deux marques, on a sélectionné deux marques, trois en réalité, mais j'y reviendrai sur la troisième. Mais on a sélectionné Lenovo et puis Dell. D'accord. Alors comment s'est passée l'année 2023 pour vous en termes de croissance Plutôt bien. On a recruté, donc 3 personnes. Et puis on a aussi réintégré dans le groupe, on a réintégré chez Capalis une société sœur qui était dédiée au développement. Donc finalement, ça n'avait plus d'intérêt de les garder séparés. Donc on a rassemblé Dev et Infra, notamment parce qu'on a un projet, entre autres, d'infrastructure as code. Donc il est temps que l'infrastructure soit pilotée par le code. D'accord. Alors c'est un projet qui est en cours ou à venir? Oui, alors en fait on a amorcé ça deuxième semestre 2023. Voilà, ça fait partie de notre roadmap pour 2024. Donc normalement,
on pousse la solution deuxième semestre 2024 en production. Alors, j'ai pas bien compris. C'est un projet client ou c'est un projet de structuration en interne? Alors, c'est d'abord un projet pour nous, D'accord. qui servira bien sûr aux clients, mais de façon un petit peu invisible en quelque sorte. D'accord. Alors, qu'est-ce qui change en fait? Alors, qu'est-ce qui change? En fait, ce qui va changer, c'est le provisioning automatisé d'un certain nombre de ressources en réalité, parce que encore aujourd'hui, quand un client va nous commander, par exemple, une machine virtuelle, un bar métal, etc., ou du PaaS, par exemple, puisqu'on est hébergeur et on fait du cloud privé pour les clients. Alors aujourd'hui, on est encore sur un mode projet avec un build qui peut être plus ou moins long. Mettre fin finalement à toutes ces étapes manuelles pour passer à des étapes automatisées et des déploiements en quelques minutes comme on les connaît sur le cloud public en fait. Vous utilisez un outil en particulier? Oui, on utilise majoritairement donc Terraform et Ansible qui sont nos deux piliers, nos deux jambes. Oui. J'imagine que vous faites du Kubernetes? Aussi, oui, aussi pour la partie conteneurisation Kubernetes. Oui. D'accord. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a... Alors, vous me disiez que vous avez fait de la croissance, c'était une bonne croissance, mais vous n'avez pas donné de chiffres. Oui, alors on a fait, on a fait 30%. Ah oui, voilà. C'est pas rien. C'est pas mal. Et donc là, sur le premier trimestre, on est sur le même trend, donc sur la même tendance. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous avez fait 30% de croissance l'année dernière? Alors en fait, deux choses. La première, c'est qu'on a opté pour un certain nombre de certifications, on peut en reparler, mais voilà, ISO, HDS, etc. D'accord. Donc ça, forcément... Oui, mais ça se fait pas en un jour. Alors ça se fait pas en un jour, d'ailleurs on a mis un an. D'accord. Voilà, de façon... Et pourquoi? Alors pourquoi? C'est les clients qui vous l'ont demandé? C'est le marché qui le demande? Au départ, la demande est relativement timide, mais on la sent qui pointe. Et puis, donc on l'a regardé de près. On a eu effectivement un certain nombre de prospects, on va dire. Donc, les clients sont prêts à payer plus cher pour avoir une offre premium. Oui, complètement. C'est ça l'idée. Complètement. Et puis, la deuxième raison, donc la première raison est commerciale, bien sûr, enfin commerçante, on va dire. Mais la deuxième raison, c'est que ce sont des normes qui sont extrêmement structurantes. Donc elles sont structurantes en termes de sécurité, elles sont structurantes en termes de process. Et donc au final, pour nous, c'est du gain de temps. C'est de l'automatisation et ce sont des processus reproductibles. D'accord. Et la gestion de vulnérabilité, l'analyse de risque, fait que progressivement nos process s'améliorent. Donc il y avait une demande, on a été séduit, on a examiné la question en détail, en profondeur, et on s'est aperçu que finalement il y avait un ROI qui était palpable. Donc ça draine du client. Et donc vous avez été certifié l'année dernière, donc, c'est ça. Et ça a drainé de la croissance. Directement. Et on sent déjà là sur 2024, on sent que la demande est forte. Fin 2024 arrive la norme NIS2, donc, qui est elle plutôt dédiée au monde industriel, mais comme on a aussi pris un virage vers l'industrie, parce qu'on a des infrastructures lourdes dans l'industrie, et que NIS2 est un... Alors vos clients sont des industriels? À 50%, oui. D'accord. On était 100% tertiaire il y a encore une dizaine d'années. Ah oui, et vous avez changé d'orientation? En fait, on est revenu à nos premiers amours, l'industrie. Oui, parce qu'il y avait des sites industriels. Et puis parce qu'on est tous issus de l'industrie. Je veux dire, on est tous issus de l'informatique industrielle, on va dire ça comme ça, dans l'équipe. Et là, il y a des projets. Là, il y a des projets qui sont structurants. Oui, parce que là, c'est réveillé un peu après les autres, mais ça y est, s'équipe. Complètement. Et notamment les deux normes NIS, NIS 1 et NIS 2, qui vont contraindre maintenant tous les industriels, enfin ce qu'on va appeler les entités essentielles et les entités importantes, à s'équiper, à sécuriser. D'accord. Et donc en fait, l'expérience acquise va nous servir. D'accord. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez dit une entreprise de 20 personnes, mais que vous êtes concerné directement par NIS2. Alors vos clients le sont? Nos clients le sont, c'est ça. Voilà. Parce qu'en réalité, NIS2, c'est 50 salariés ou 5 millions de chiffre d'affaires. C'est ça, et que, bon, voilà, a priori, vous pourriez avoir des clients de plus petite taille. Exactement. Mais là, vous avez plutôt des gros clients. Oui, des gros. Des gros nationaux et des gros internationaux. Et en fait, la chaîne de prestations est encouragée aussi à se certifier. Or, ISO 27001, c'est pas très loin de NIS2, en fait. Ouais. Donc, on va franchir le cap. D'accord. Alors, les industriels, ils n'étaient pas très chauds pour le cloud. Voilà, qu'est-ce qu'ils gardent à la maison? Qu'est-ce qu'ils vous confient? Et qu'est-ce qu'ils mettent dans le cloud public? Alors, excellente remarque. La première chose qu'ils ont accepté ou qu'ils acceptent de déplacer, on va dire, ce sont les sauvegardes. C'est chez vous, là, pour le coup? Ou c'est des sauvegardes chez vous, là? Alors ça dépend. Soit c'est sur notre cloud privé. Oui. Donc c'est rassurant pour eux parce que finalement ça reste privé. Pas très loin, oui. Voilà, pas très loin, exactement. Mais certains ont commencé à accepter le cloud public avec des offres de stockage profond, par exemple. Alors, de stockage profond, c'est-à-dire de stockage chez les opérateurs comme Oracle. Où on a du stockage objet profond, c'est-à-dire qu'on n'y revient pas
tous les 4 Oui, matins. oui, mais chez du qui coup, par exemple oui. Et le coût est extrêmement faible. D'accord. Et c'est compétitif. D'accord. compétitif. Là, vous pensez à Amazon, des choses comme ça non Alors nous, on travaille majoritairement avec Oracle pour l'instant, Ouais. parce que l'offre est la même, technologiquement c'est la D'accord. même en fait. Ils ont les mêmes process. Et ce que sauvegarde un industriel en priorité, ce sont en fait ces process ou ces configurations d'automates par exemple. D'accord. Configurées, Oui, donc sauvegardées. c'est pas ultra stratégique. Pas pour l'instant, mais c'est un apprivoisement, progressif en fait. D'accord. Alors, vous me disiez que si vous deviez garder un succès, un motif de fierté, c'est les certifications citées et l'acquisition de la solution liquide. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on a connu donc les serveurs virtualisés, bare metal, puis virtualisés, VMware, etc. L'informatique désagrégée, vous Voilà, précisez. on a connu l'informatique hyper convergée. Oui, Et en fait, on en est maintenant, enfin aux États-Unis, ils en sont à la 3e génération, qu'on d'accord. appelle l'informatique désagrégée. Ok, c'est-à-dire la la première fois que je l'entends. Hein. Oui, oui, mais c'est absolument passionnant. En fait, on est au bout du bout de De la l'exploit. logique d'hyper-convergence, donc. Exactement, parce que là, on ne converge pas des machines, on converge les composants. C'est-à-dire que je suis capable d'aller adresser de la mémoire sur X serveurs, des processeurs, des disques durs, des cartes D'accord. graphiques, et de reconstruire des serveurs virtuels Ok. à partir du hardware. Et c'est ce que vous faites? C'est ce qu'on fait. On a la première plateforme en France. Ah oui. Oui, oui, oui. Ah oui, donc c'est un constructeur. On est vraiment. c'est un constructeur. C'est Enfin, du, c'est c'est du un matériel. éditeur de software. Hein? C'est un éditeur de software. C'est un Liquid. éditeur. Oui, c'est un éditeur. Mais donc il travaille en partenariat avec des constructeurs? Majoritairement avec Dell. Ah ok. Voilà. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc ça, donc dans nos vous- data centers, c'est extrêmement efficient. D'accord. Donc vous avez acquis cette expertise. Oui. C'est tout récent là, c'est ça? Oui, on a mis en production les premiers clusters à l'été 2023. 2023. Très bien. Alors, les difficultés, oui, bien recrutement comme toujours, et vous dites DevOps. Oui, DevOps, c'est très compliqué. Alors, premièrement parce qu'il n'y a pas de cursus aujourd'hui universitaire ou même sur les grandes écoles privées, il n'y a pas de cursus DevOps. Parce qu'en fait, le DevOps, c'est un hybride développeur et opération, donc c'est à la croisée des chemins. Et effectivement, sur la voie de l'infrastructure as code, il nous faut des DevOps. Donc aujourd'hui, on les forme en interne. Voilà, mais en sortie d'école, on n'en trouve pas. Et en expérimenté sur le marché, ils sont extrêmement rares et pas Oui. disponibles. Et du coup, vous les formez? Oui, on les forme. Ouais, on en a D'accord. 3 en ce moment en formation, donc ça fait 1 an qu'on les travaille. Oui, parce qu'il faut combien de temps pour former un DevOps? Alors ça dépend s'il est dev à l'origine Oui, ou s'il voilà. est ops à l'origine. S'il est ops, il est plus rapidement opérationnel, c'est le cas de le dire, puisqu'il faut lui rajouter Oui, une couche de développement. Mais c'est du développement bas niveau. Oui, c'est ça, c'est accessible. du basique. Voilà. Alors qu'à l'inverse, un développeur PHP, Java, tout ce qu'on veut, revenir au système, c'est un peu violent. D'accord. C'est un petit peu violent. Ah bon, votre chantier prioritaire pour 2024? Alors 2024, donc priorité Nice 2. On va aller au bout de Nice 2, ça c'est le chantier prioritaire. Le deuxième chantier, ça va être maintenant de démocratiser notre offre liquide. Donc dans notre data center, enfin dans nos data centers, on en a 2. Donc pour nous, parce que c'est aussi une concentration de ressources et puis une économie d'énergie importante, une économie d'échelle importante. Et puis c'est d'aller externaliser la solution chez des clients finaux. Merci beaucoup, Cyril. Merci Johan, Merci, bonne journée. bon salon. Mon prochain invité s'appelle Arnaud Dellin, qui est CEO de Zenops. C'est ça? Oui, bonjour Bonjour. Johan, merci pour l'accueil. Effectivement, CEO de Zenops. Alors Zenops, c'est le nouveau nom de Prestige Réseau, qui est un intégrateur, un infogéreur. Exactement, un intégrateur, une ESN, créée en 1997. 97. Voilà, que je connais depuis très longtemps, depuis le départ, je pense. Exactement. Combien de personnes? On est 15 personnes. 15 personnes, et vous êtes installés On est installé à la Défense. à la Défense. Oui. Alors vous, votre expertise, peut-être dites-le nous. Oui, tout à fait. Notre expertise, elle est historiquement orientée sur la partie système, les infrastructures, et au service des utilisateurs. Donc partage de Service fichiers, utilisateur. messagerie, protection du poste de travail. Donc c'est vraiment l'histoire de Prestige Réseau. Oui, vous Et êtes- anciennement Prestige Réseau.
Anciennement, pardon, Prestige Réseau. Voilà. Oui, puisque ce qu'on peut dire quand même, c'est que vous étiez un expert Novell. Exactement, donc c'est un peu là que vient notre expertise, c'est cette expertise des systèmes. Voilà, et après ça a évolué alors vers... Exactement, alors on a gardé toujours une forte expertise dans ce domaine-là, avec des forts partenaires comme OpenText maintenant, SUSE, BlackBerry et Sophos. C'est vraiment nos 4 partenaires majeurs. Et notre expertise a évolué autour de l'infrastructure. Avec la croissance des systèmes et du compute, on s'est orienté vers l'automatisation des systèmes, vers l'orchestration, mais aussi vers la cybersécurité. Et pardon ? Et aussi vers la cybersécurité. La cyber, d'accord. Rapprochez-vous un peu, voilà, on vous entendra mieux. Ok, avec donc Sophos, vous disiez ? Sophos et BlackBerry. D'accord. Voilà. Alors, comment s'est passée l'année 2023 pour vous ? Est-ce que ça a été une année de croissance ou est-ce que vous avez ressenti le ralentissement économique ? Alors, ça a été plutôt une année de croissance. C'est vrai que depuis l'époque post-Covid, période pendant laquelle d'ailleurs nous avons changé de nom, Prestige Réseau est devenu Xenops. Oui, pour mettre en valeur... Exactement, notre positionnement sur cette partie Ops, donc par opposition à DevOps. Voilà, revendiquer notre expertise sur les infrastructures, sur les systèmes et sur les technologies du moment, les technologies plus modernes. Donc l'orientation était clairement prise dans les années du Covid, dans les années 2020. Et pour la croissance ? Je dirais que c'est un peu le pivot ou la charnière dans ces décennies d'expertise système vers Kubernetes et vers la modernisation des applications. D'accord. Et donc oui, pour répondre à la croissance, vous avez une année comment ? On a fait une belle année en 2023, alors, à peu près 20% de croissance. Ah oui, oui. Et justement, qui s'est porté sur des nouveaux projets, Kubernetes, Rancher, voilà, New Vector. Donc finalement, ces nouvelles technologies d'infrastructure qui sont très recherchées, on ne trouve pas de compétences, et finalement qui nous ont permis de voir une suite assez naturelle dans l'évolution des infrastructures traditionnelles. On a un parc de clients assez conséquent. Avec des infrastructures Linux majoritairement. D'accord, et qui se tournent naturellement vers ces technologies. Et qui sont en train de se tourner vers ces technologies. Alors pour 2 objectifs assez précis. Évidemment, le métier pousse assez fort pour avoir une infrastructure qui est scalable, qui est résiliente, qui est sécure. Et puis aussi dans le quotidien de l'infrastructure, ces technologies modernes issues de l'écosystème cloud native permettent d'améliorer la mise en production des applications, des services pour l'entreprise. D'accord. Alors vos clients, ils sont plus en on-prem ? Si. C'est assez drôle, ils sont encore beaucoup en on-prem. D'accord. Hybride pour certains. Ouais. Mais, hybride quoi ? Privé, cloud public ? Oui, cloud public. D'accord. Et donc vous avez la compétence aussi cloud public ? Exactement. Alors le bonheur de la technologie, c'est que la majorité de l'outillage est compatible cloud public ou on-prem ou off-cloud d'ailleurs. J'ai entendu ce terme récemment. Off-cloud, on dit maintenant. Je trouvais que c'était assez intéressant. Ouais. Et donc ça permet justement de les accompagner dès maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore la maturité de ces technologies-là, à aller vers le mode qui convient le plus en fait à leurs besoins métiers. D'accord, donc vous évoluez finalement au gré des évolutions du marché et des besoins de vos clients. Exactement, alors on a quand même un focus qui est très fort et qui est renforcé depuis quelques années sur la partie infrastructure. Oui, qui n'était pas le cas. Mais finalement, l'ouverture qui apparaît depuis quelques années est pour servir les métiers, servir les applications. Le challenge, effectivement, jusqu'à maintenant, c'était d'avoir encore dans l'entreprise des silos entre la partie production et la partie métier ou la partie développement applicatif. Ce qui n'est plus le cas. Ce qui est toujours le cas, mais finalement, qui s'atténue. Ce n'est pas qu'un problème de technologie, c'est aussi un problème humain. Et depuis ces dernières années, c'est un facteur qu'on a énormément pris en compte dans une démarche apparentée à DevOps pour nos équipes d'infrastructure. Effectivement, aujourd'hui, c'est incontournable d'avoir ce type de démarche pour avoir des projets plus agiles, pour avoir des projets plus rapides, pour avoir des projets plus successful. D'accord. Et la nouvelle composante pour vous, c'est la cyber. Alors, c'est en fait une composante qui est un peu by design chez nous, où on considère que
avoir passé ces années à essayer de mettre en place des process de déploiement, de l'automatisation d'infrastructures, donc du code, de l'infra as code, c'était assez naturel de développer des bonnes pratiques et en fait des niveaux de sécurité renforcés sur ces équipements, sur ces infrastructures. Donc cette notion cyber, entre guillemets, elle est déjà intégrée pour nous. Maintenant, effectivement, on a deux typologies de clients. On a la PME et on a les ETI ou les grands comptes. Donc chacun a une maturité assez différente. Oui. Je dirais que pour la partie des entreprises qui sont plus des ETI, le challenge, c'est la multiplication des équipements à protéger. Et notre expertise sur l'automatisation va nous aider à conseiller le client sur les bons choix, les pousser à aller vers une démarche qui est guidée en fait, vers des métriques, ce qui peut présenter des difficultés dans des services de production traditionnels où on a une PSSI, voilà, on s'est fixé ses propres contraintes ou ses propres métriques à atteindre, mais c'est pas encore assez calé sur des benchmarks qui sont plus officiels. Et pour les PME? Et pour les PME, on a plus une approche d'accompagnement global où l'ANSSI délivre des recommandations qui sont très utiles et qu'on applique au quotidien. Alors, en 2024, comment vous voyez le marché? Est-ce que ça va ralentir? Est-ce que ça va accélérer? Je pense que ça accélère clairement. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a énormément de métriques qui montrent que ça va accélérer. Les éditeurs de logiciels modernisent leurs applications. Il est passé en appliance, il est passé en conteneur, et ça va bousculer toute la chaîne. Donc les clients se retrouvent à être obligés d'installer des infrastructures de conteneurs pour pouvoir faire leur roadmap de migration, de mise à jour d'applications, métiers qui sont critiques. D'accord. Vous voyez, vous, les déplacements des machines virtualisées vers les conteneurs ou pas? On en parle, oui, tout à fait. On en parle. C'est une possibilité technique, donc il n'y a aucune objection. Après, effectivement, c'est le ratio coût, efficacité, bénéfice qui va driver le projet. Ok. Voilà, en conclusion, enfin, vous voyez... Alors, vous me posez la question sur 2024. Effectivement, les axes aussi assez forts qui nous animent, c'est renforcer ces partenariats historiques avec des acteurs qui sont plus présents dans l'écosystème cloud natif, tel Portworx, tel GitLab, tel JFrog. Notre ambition, comme expert infrastructure, c'est d'aller un peu plus proche des métiers, donc d'aller un peu plus proche des développeurs. Ouais. Et voilà, et pour avoir vraiment cette approche DevOps de collaboration sur les projets. Très bien. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, à bientôt. Merci. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Channel News pour cette nouvelle édition d'IT Partners 2024. Comme chaque année, nous recevons sur le plateau des éditeurs, des grossistes, des VAR, en un mot, le monde entier de la distribution. Nous recevons sur le plateau aujourd'hui l'équipe D7, une partie de l'équipe D7. Nous sommes avec Bruno Boni, directeur marketing D7. Bruno, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et nous sommes également avec Thierry Defoy, directeur des opérations D7. Thierry, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors une première question pour vous, Bruno. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le stand D7 cette année? Qu'est-ce que vous présentez? Alors, comme chaque année, on continue à faire évoluer notre gamme de produits et notre gamme de services. Et il y a un point qui est très important pour cette nouvelle année, c'est qu'on vient de lancer en début d'année les services donc MDR, Managed Detection and Response. Très important. Et effectivement, qui était très fortement demandé. Mais pour la partie SMB, on a déjà une offre MDR qui existe depuis maintenant plusieurs années à destination, on va dire, de sociétés un peu plus importantes en termes de taille et de volumétrie. Et aujourd'hui, on vient vraiment se focaliser sur la partie SMB avec un nouveau service, des nouveaux outils et un nouvel accompagnement. Alors nous sommes sur le salon IT Partners. Je l'ai dit, vous le savez, on peut difficilement faire l'impasse sur le programme partenaire. Quelles en sont les grandes lignes et les grands axes globaux, et cette année même, je dirais? Le programme partenaire, on le fait évoluer évidemment chaque année. Et donc dans ce programme partenaire, on a fait une refonte du programme en début d'année pour l'année 2024 qui intègre donc des niveaux de marge et de remise qui continuent à évoluer avec des abaissements qui permettent de faciliter justement notre volonté, notre ADN chez EZ est de continuer l'accompagnement que l'on fait avec nos partenaires, donc de rendre plus facile et accessible et plus profitable bien évidemment nos produits et nos services.
Et puis à ça s'accompagne également une refonte de nos niveaux de certification. Nos certifications chez nous, on y met un point d'honneur, sont gratuites pour nos partenaires, pour se former, pour délivrer les niveaux de compétences qui vont bien, puisque pour nous, nos revendeurs sont les relais de compétences en région et on capitalise énormément dessus. Ça c'est important, si on peut s'arrêter sur ce point, c'est vrai que la plupart du temps, lorsque un revendeur doit se former, il doit y aller de sa poche, c'est quelque chose, c'est un investissement qui doit être régulier. Et vous avez choisi de votre côté de faire en sorte que cet investissement soit nul de leur côté. Autrement qu'en temps, j'entends, mais c'est vraiment gratuit. Donc ça, c'est un point important pour vous. Ouais, effectivement, c'est un point qui est essentiel même pour nous. On veut vraiment que nos partenaires soient les maîtres des solutions. Et donc, du coup, on a une plateforme en ligne qui permet d'aller venir se certifier différents niveaux de certification, qu'ils soient commercial ou techniques, ou également sur des services managés plus précisément, sur des gammes de produits, vraiment sur les services. Et ça, on les rend accessibles gratuitement. Possibilité de le passer au nombre de fois qu'on le souhaite. Il n'y a aucune contrainte par rapport à ça, mais du coup qui conditionne le programme partenaire évidemment. Ce qui est aussi intéressant à noter cette année, c'est que vous avez renforcé l'accompagnement, notamment autour des services managés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, Thierry ? Oui, tout à fait. Donc on a complété notre offre de... Rapprochez-vous un peu du micro, comme ça on entendra bien. On a complété notre offre de services managés. Comme l'a dit Bruno, cette offre existe chez nous depuis 2 ans, principalement à destination des grands comptes. Les entreprises qui avaient plus de 500 postes pouvaient bénéficier de nos compétences pour manager leurs produits de sécurité. Aujourd'hui, on a descendu et on a créé une offre plutôt orientée SMB qui est accessible donc pour des entreprises de toute taille et qui correspond parfaitement aux partenaires qui sont en recherche très clairement de ce type d'offre. Ouais, ça, c'est vraiment une brique qui manquait dans votre offre. C'est une brique qui manquerait dans notre offre. Le MDR était vraiment consacré aux clients de taille importante avec à minima 500 machines à protéger. Aujourd'hui, on couvre tous les segments de marché, notamment le SMB qui est notre marché historique, avec des offres qui sont particulièrement attractives, aussi bien dans l'offre logicielle que l'on associe à notre service de MDR. On a une offre logicielle qui fait une vraie différence en termes de rapport qualité-prix, et on additionne à cette offre logicielle 2 niveaux de MDR. Notre souhait en fait, c'est de proposer du MDR qui s'adapte aux compétences de nos partenaires. On a vraiment 3 typologies de partenaires aujourd'hui. On a des partenaires qui sont très matures, des MSSP, qui sont en capacité eux-mêmes de délivrer du MDR et qui ont toutes les compétences pour le faire. On a des partenaires de taille intermédiaire qui ont des compétences en interne, qui sont capables d'analyser des menaces, des remontées d'IOC, mais qui n'ont pas les capacités humaines de surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, les infrastructures de leurs clients. Donc ça, c'est le premier niveau de service MDR que l'on apporte. On leur apporte cette surveillance permanente de l'infrastructure avec notre équipe qui va être en veille donc toute l'année, 24 heures sur 24. Et le partenaire conserve cette relation de proximité avec son client. Si celui-ci est victime d'une alerte qui est remontée par nos équipes, nous allons communiquer les détails de la problématique au partenaire qui restera le relais auprès du client final. Ouais, ça, encore une fois, c'est important. C'est-à-dire, vous ne vous supplantez pas le partenaire en cas de crise. C'est lui qui reste le point de contact. De compétences qu'il a et de ce qu'il souhaite apporter. Certains partenaires, eux, nous disent « Je ne suis pas staffé, je n'ai pas les équipes pour faire du malware analyste et je veux que vous preniez la problématique de bout en bout. Et si mon client rencontre un problème, je veux qu'il soit en relation avec un expert technique de chez IZ. » Et c'est pour ça qu'on a créé une offre à tiroir, j'ai envie de dire. Le premier niveau d'offre, c'est la supervision 24 heures sur 24 qui est assurée par l'éditeur et nos équipes. Et le deuxième niveau, nous ajoutons un technical account manager dédié pour le client, si celui-ci veut bénéficier d'un accompagnement d'experts en cas de problématique dans son SI. D'accord. Il y a une partie élite dans le programme. Alors, aussi également. Le produit que l'on met en avant s'appelle IZ Protect Elite. Il est particulièrement attrayant et pertinent pour nos revendeurs. Ce n'est pas notre offre d'entrée de gamme. On a un tarif entrée de gamme avec un produit qui s'appelle Enterprise. Ce qui est intéressant dans Elite, c'est qu'on couvre tous les besoins de sécurité d'une PME, PMI, puisqu'on va apporter la brique Endpoint et EDR, XDR, bien évidemment, c'est le cœur de l'offre. On va aussi apporter une protection complète des environnements Microsoft 365 ou Google Workspace. On va faire du scan de vue et du patch management dans cette solution. On va faire du chiffrement de données également et de la double authentification. Et quand on compare en fait les différents services de sécurité qui sont rendus par ce produit et qu'on regarde ce qu'ont l'habitude d'acheter les clients, qui sont plutôt des offres millefeuilles, où ils vont acheter une solution d'endpoint et d'EDR, une solution dédiée à la protection des environnements Microsoft, une solution pour faire du virtual patching et du scan de vulnérabilité. On regroupe en fait tous les usages dans une seule offre logicielle qui du coup est particulièrement attractif en termes de conditions tarifaires. Ben, c'est une bonne nouvelle pour vos partenaires. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.
Voilà, je suis avec Pierre-Jean Bélier, mon invité suivant, président de Inhérent. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour Johan. Enchanté, parce qu'on ne se connaît pas. Non, pas encore, mais on va faire connaissance. Voilà. Alors, on va rappeler qui est Inhérent. Ancien nom Adista. Opérateur et intégrateur, enfin hébergeur. Ouais. Qui a beaucoup grossi. Qui a beaucoup grossi avec de la croissance organique et de la croissance externe. Et qui continue la croissance externe à un rythme assez soutenu. Tout à fait. On devrait annoncer des petites choses très prochainement. Encore, d'accord. Et cette année, donc l'année fiscale pour nous commence le 1er septembre. Du 1er septembre 23 au 31 août 24, le groupe devrait faire, je pense, autour de 320 millions d'euros de chiffre d'affaires. Contre donc au 30 septembre 2023. Contre l'année dernière 263. Voilà. Ok. Donc avec un mix de croissance organique autour de 10% et de croissance externe. Très bien. Alors vous succédez à Patrice Belli. Voilà, vous pouvez peut-être nous dire déjà les circonstances de votre arrivée. Vous investissez en fait, vous êtes entrepreneur et vous avez un parcours assez long en Asie, c'est ça, sur la plaque asiatique? Oui, tout à fait. J'ai démarré une société en 2000 à Hong Kong, dans un petit marché niche des télécoms, le domaine des communications par satellite, qui en 2000 n'était pas à la mode comme il l'est aujourd'hui. Elon Musk et Jeff Bezos n'avaient pas encore décidé de se lancer dans l'aventure spatiale. Et puis c'est une société qui a grossi, que j'ai introduite en bourse en 2014 à Sydney, sur la bourse australienne, et que j'ai quittée début 2020. Elle faisait un peu plus de 700 millions de chiffre d'affaires. Et j'aime rigoler en disant on avait des bureaux dans 40 pays. Et j'ai rejoint Inhérent, un groupe où nous avons 40 bureaux, mais dans un seul pays. Voilà. Et je suis rentré en France, c'était un souhait de rentrer au pays et de dédier mon énergie et créer de la valeur dans mon pays, parce que même si on avait un peu de business en France, mon ancienne société, c'était assez limité. Donc on est rentré en famille. J'ai une activité de business angel, j'investis dans des startups, j'accompagne des startups. Et puis j'ai eu envie de repartir dans un rôle opérationnel, de replonger dans l'arène. J'ai eu la chance de rencontrer Kinsight, qui est l'actionnaire majoritaire du groupe. Et puis donc j'ai rejoint le groupe fin juin. Ça fait quoi, 8 mois? Voilà, bientôt un an. Bientôt 9. Un groupe qui m'enthousiasme, parce que c'est un groupe qui a un potentiel assez exceptionnel. Du fait d'abord des hommes, parce qu'on est dans un métier de service, hein, donc notre plus gros atout, ce qui nous différencie de nos concurrents, ce sont nos collaborateurs, leurs compétences, leurs talents, leur capacité à aller plus loin dans la satisfaction de nos clients. Donc vraiment des compétences, des expertises, un dynamisme assez remarquable. Et puis cette proximité client, grâce à 2 business units, vente directe, vente indirecte, Adista unique. Très peu de groupes ont la chance d'avoir ces deux jambes, fortes les deux. Et donc proximité client avec les plus de 1000 partenaires uniques, les 40 agences Adista. Donc cette proximité client qui vraiment nous caractérise. Et puis la diversité, la largeur de notre offre, qui chez Adista couvre tous les besoins télécom IT, et nous sommes convaincus sur cette convergence télécom IT. Et puis chez Unique, qui historiquement était télécom, accès, téléphonie, et qui est en train d'accélérer vers une offre beaucoup plus IT, puisque nous avons lancé des solutions de cybersécurité. Nous lançons une société de IaaS, Infrastructure as a Service. Donc Unique est en train d'accélérer sur toute la partie IT. Alors, ce que je voudrais comprendre, c'est finalement, est-ce que votre arrivée est synonyme d'une évolution de la stratégie, ou est-ce que finalement vous appliquez le plan qui était défini déjà depuis des années? Non, pas d'évolution de la stratégie. La vision, elle est claire. Le groupe est idéalement placé
pour jouer un rôle de leader, de partenaire de confiance pour les TPE, PME et ETI dans tous les territoires français, dans toutes les régions françaises. La stratégie, elle ne change pas. Elle accélère sur un certain nombre de points. Par exemple, Unique qui va travailler sur l'extension de son offre, plus rapidement. Mais la stratégie, elle reste la même. Et la vision reste la même. 500 millions de chiffre d'affaires d'ici 2027. Et ça, c'est sur la France? Et ça, c'est sur principalement la France. Aujourd'hui, l'international n'est pas une priorité à court terme. D'accord. Les 2-3 prochaines années, la priorité, c'est la France. Maintenant, un petit scoop. On va faire une petite acquisition qui nous amène à mettre un orteil à l'international dans un pays voisin qui est la Belgique. Donc on va commencer à nous tester à l'international en Belgique de façon modeste, mais ça nous préparera pour une expansion internationale dans 3 à 5 ans qui sera la plus significative. Ok. Certainement. Alors rendez-vous est pris. Alors le 2023, vous le disiez, c'est terminé sur une croissance de l'ordre de 10% en organique. Alors on va peut-être revenir un petit peu sur le contenu de cette croissance, ce qui a tiré en 2023, revenir aussi sur les acquisitions s'il y en a eu, et puis nous dire en 2024, finalement, est-ce que ça va être aussi dynamique, plus, moins, et pourquoi? Donc 2023, la croissance, elle a été basée sur déjà la cybersécurité. Côté Adista et Unique? Non, côté Adista. Côté Adista, Unique n'était pas encore démarré. Alors je démarre par Adista, oui. Adista représente 2/3 du chiffre d'affaires. Oui. Adista cybersécurité, où nous mettons l'accent depuis un certain temps, et qui devrait s'accélérer avec la création de notre BU cyber, je viendrai dans un instant. Donc cybersécurité, c'est clair. Le cloud, où Microsoft nous considère maintenant comme le 2e hébergeur en France après OVH sur tout ce qui est IaaS, PaaS, donc service d'hébergement. On devient un acteur important sur notre marché traditionnel PME, ETI, mais aussi des grandes entreprises qui viennent nous chercher pour notre agilité, la qualité de nos services. Donc le cloud très clairement était un moteur de croissance. Avec quel positionnement sur le cloud? Donc toujours positionnement ultra proximité, hébergement proximité, ou ça va plus loin? Vous parliez de IaaS, de PaaS. Oui, bien sûr. Sur le cloud, il y a plusieurs choses. Déjà oui, cloud souverain de proximité. 14 data centers. Le groupe Inhérent, c'est 14 data centers en France, 7 dont nous sommes propriétaires et 7 où nous sommes hébergés. Ce sont des data centers pour un certain nombre qui sont vraiment des data centers de proximité. À Saint-Étienne, à Tours, à Toulouse, à Pamiers dans l'Ariège, à Romans-sur-Isère, à Valence dans la Drôme. De l'hébergement de proximité. La deuxième chose, c'est que c'est une approche très clairement hybride. Nous croyons dans le cloud hybride. Nous sommes capables d'accompagner nos clients déjà sur ce qu'ils gardent chez eux, on-prem, de manager des systèmes on-prem, du cloud privé avec nos 14 data centers et du cloud public avec notre partenariat avec Azure. Microsoft. Donc vraiment de l'hybride, c'est clairement ce qui correspond aux besoins des segments que nous servons. Très bien. Donc ça c'est pour la croissance Adista. La croissance unique, elle est impressionnante. On est de façon annuelle, chaque année, on le répète, entre 15 et 20% de croissance organique chez Unique. Jusqu'à présent, très télécom, parce que les offres IT viennent de démarrer. Donc sur l'année 23, elles n'ont pas eu d'impact véritablement. Et la croissance, elle vient principalement de nouveaux revendeurs qui nous rejoignent de plus en plus. Oui. Et je crois que là, nous avons construit, et c'est la vision de Damien Watine, le fondateur, nous avons construit une plateforme avec Atlas qui, pour moi, très clairement, et nos revendeurs nous le disent de plus en plus, est la meilleure du marché. D'accord. Nous avons construit un avantage concurrentiel avec cette plateforme qui attire de nouveaux revendeurs. Atlas qui a été redéveloppé, c'est ça, assez récemment. Qui a été, non pas redéveloppé, qui a été amélioré, dans laquelle
On rajoute chaque trimestre des fonctionnalités. Grâce à une capacité de développement qui commence à être intéressante, hein, on investit lourdement dans nos capacités de développement, à la fois Unique et Adista, mais cette année on passe dans notre Product Factory, donc nos équipes de développement, on passe de 95 personnes à 120 personnes, on rajoute encore 25 personnes cette année. Qui sont répartis sur les différents sites ou qui sont, ils sont dans répartis une... sur différents sites. Alors on a des gros hubs, Le Mans, Saint-Étienne, Bordeaux, mais qui sont sur 4-5 villes. Plutôt en région. Plutôt en région. On en a à Suresnes aussi, à Paris, mais plutôt en région. Ouais. Ce qui est l'ADN du groupe. Hein. Il faut se rappeler que les 3 sociétés principales qui constituent le groupe, Adista, siège historique à Nancy, Unique, siège historique au Mans, Cyberprotect, siège historique à Bron, dans la région lyonnaise. Donc on est dans les régions françaises. Donc Atlas, avantage concurrentiel, de nouveaux revendeurs qui nous rejoignent. Et puis les revendeurs existants qui continuent à croître. À grossir avec vous. Et où là, on espère accélérer cette croissance en augmentant l'offre de services qu'on met à la disposition de ces partenaires. Ok. Et puis sur 2024, on va continuer Unique avec cette expansion de l'offre. Adista, nous avons réorganisé les équipes commerciales en passant de 8 régions à 5 régions. Et tout un tas de plans de développement commercial pour essayer d'accélérer notre croissance. Ça date de quand? Et puis Cyberprotect, donc notre BU cybersécurité. Je parlais tout à l'heure de ces 2 jambes avec la vente directe, la vente indirecte. Avec Cyberprotect, on crée un pure player cyber. Donc on a racheté une petite société à Bron, une société de cybersécurité avec un SOC. Ça date de quand? Ça date de 2022. D'accord. Rappelez-moi le nom, c'est Cyberprotect. Cyberprotect. Et Cyberprotect, c'est petit aujourd'hui, on investit, on recrute, on consolide. Combien de personnes? C'est aujourd'hui une 35-40 personnes. D'accord, mais déjà avec un SOC externalisé. Tout à fait. On a un SOC mutualisé qui est à Bron et les axes de développement de Cyberprotect. L'axe de développement de Cyberprotect, il est triple. 1, des clients en direct. 2, évidemment s'appuyer sur les forces commerciales Adista. Les forces commerciales Adista, c'est plus de 200 personnes. C'est 10 000 clients en France. Pour aller leur proposer des solutions SOC managées de Cyberprotect. Et puis 3, aider Unique aussi à accélérer dans ses offres de cybersécurité. Donc en marque blanche là pour le coup? Donc en marque blanche ou en distribution. En distribution, d'accord. Les deux. Okay. Voilà, donc Cyberprotect, certainement un axe de croissance intéressant pour nous en 24. Alors vous avez quelques motifs de fierté, vous m'avez cité la création justement de la BU Cyber, l'acquisition des Codex, les médailles d'or EcoVadis, différents trophées ESG. Alors, quelques mots là-dessus? Oui, la RSE c'est un sujet dans lequel on croit énormément. Je pense qu'il faut tous qu'on se mette à y croire très sérieusement. Donc le groupe, et ça date pas d'hier, ça fait un moment maintenant, quelques années, le groupe fait beaucoup dans ce domaine-là. Au niveau de nos data centers, quand on parle de l'empreinte carbone du numérique, en fait l'empreinte carbone pour le numérique, aujourd'hui, c'est pas un gros problème. Notamment en France, parce qu'on a des sources d'électricité qui sont décarbonées, notamment avec le nucléaire. L'un des enjeux du numérique, c'est l'utilisation de l'eau, notamment avec l'IA et les puissances qui sont requises. Nous, aujourd'hui, on est en train de déployer dans nos data centers des systèmes de refroidissement à base d'air, par exemple. Le plus gros enjeu pour le numérique, c'est les terminaux. C'est là qu'est... La durée de vie, vous voulez dire? Pardon? La durée de vie des terminaux. La durée de vie des terminaux. C'est là qu'est le plus gros enjeu. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? On recycle des milliers et des milliers de routeurs chaque année. Tous les routeurs qu'on installe pour des liens fibres ou des liens cuivre, puisqu'on a quand même 27 000 liens cuivre dans le groupe.
que l'on a commencé à migrer vers la fibre, mais ça va nous prendre des années. Mais ces routeurs, on les recycle un maximum. Et donc, sur les routeurs que l'on récupère chez nos clients, chaque année, un tiers est réutilisé, un tiers est vendu à des gens qui vont les réutiliser, et un tiers est recyclé, détruit. Ça, c'est un gros axe de travail. On parle de milliers de routeurs chaque année, hein, donc ça demande des efforts, mais on est assez en avance. Donc il y a beaucoup d'actions qui nous ont valu un certain nombre de trophées. Ouais. Et on a voulu aller encore plus loin, donc nous venons de lancer notre fonds de dotation pour investir dans des sujets RSE qui sont portés par les collaborateurs du groupe. Donc il y a un groupe de travail constitué d'un certain nombre de collaborateurs qui vont proposer, et par région, d'investir dans des sujets RSE. Ils vont proposer ça au conseil d'administration du fonds de dotation. Alors, qui est doté de... Comment ça va marcher, la dotation? Alors, le groupe a mis un peu d'argent. Et puis, on va faire appel à nos partenaires stratégiques pour y participer. Très bien. Donc, on va commencer avec un budget de près de 100 000 €. Et puis, on espère qu'il va grossir au fur et à mesure. Premières actions, c'est pour quand? Premières actions, on a lancé là quelque chose de très intéressant qui nous tient à cœur, c'est lancer une bande dessinée, un peu dans le style de ce qu'avait fait Jean Covici. Alors on va pas viser le million d'exemplaires vendus. Il y croyait pas lui-même. Mais hein. non, mais sur le numérique responsable. Très bien. Au sens large. Ok. Et puis on a la chance d'avoir un monsieur que je connais depuis quelques années. On a la chance d'avoir Mike Horn. Au conseil d'administration du fonds de dotation. D'accord. Quelqu'un qui est très engagé dans l'environnement parce qu'il va là où l'homme ne va pas et il voit les dégâts de notre croissance, les dégâts du développement sur l'environnement. Très bien. Ok, bon, ben, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. Le temps nous presse un petit peu, donc bien sûr. Vous vouliez peut-être conclure ou ajouter une dernière info? Ouais, conclure que je suis très heureux d'avoir rejoint le groupe. Il y a vraiment une belle aventure à continuer à construire dans le sillage de ce qu'ont fait les frères Caumont avec Adista, Damien avec Unique qui évidemment est toujours avec nous, au COMEX et directeur général délégué du groupe. Les deux Juliens qui ont construit Wake Up, qui sont toujours là. Ils sont toujours là. Donc voilà, il y a une société avec une vraie culture entrepreneuriale et un potentiel énorme. On prend du plaisir et on va construire une belle aventure. Donc je suis très heureux. Parfait, merci beaucoup Pierre-Jean. Merci Joanne. Au revoir. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le stand de Channel News. Nous sommes, comme chaque année, présents sur le salon IT Partners. Pour cette édition 2024, comme d'habitude, nous recevons les visiteurs du salon et nous recevons surtout les exposants, des éditeurs, des revendeurs. Nous sommes tout de suite avec deux invités. Nous sommes avec Kevin Maty. Kevin, bonjour. Bonjour. Kevin, vous êtes ingénieur avant-vente chez Enrich, que vous allez nous présenter dans quelques instants. Et nous sommes également avec Jean-Baptiste Péqui. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste, vous êtes responsable du projet UCAS chez Whatsoft. Alors pour commencer, un mot sur Enrich et un mot sur Whatsoft. Ouais. Donc Enrich, on a été communément appelé Sandtile. Donc je pense que ça parlera pour beaucoup de personnes d'entendre votre. C'est plutôt ce nom-là que la plupart des gens vous connaissent. Exactement. Connaissaient. Donc depuis 2018, on se nomme Enrich. Donc Enrich, c'est un groupe européen. Moi, je suis particulièrement focalisé sur la partie Enrich pour les service providers. On est basé à Sophia Antipolis, donc dans le sud de la France. Et notre métier, c'est de mettre à disposition des opérateurs et des intégrateurs des plateformes de communication unifiée, plateforme UCAS, pour leur permettre de déployer leur propre système de téléphonie en marque blanche, que ce soit hébergé dans leur data center ou hébergé dans nos propres data centers et maintenu par Enrich. Et un mot sur Whatsoft ? Alors Whatsoft, on est un distributeur de solutions à valeur ajoutée. On est, si je résume comme ça, on est un peu la baguette magique des MSP. On est là pour les aider à jouer ce rôle d'expert de proximité et d'accompagnateur de la digitalisation des entreprises, avec une gamme de produits qui est assez large, qui va de la sécurité, l'antivirus, toute la partie supervision, et également maintenant la partie communication et collaboration,
avec de plus en plus de solutions qui touchent l'utilisateur final. Qu'est-ce qu'on va trouver sur votre stand aujourd'hui, Jean-Baptiste? Alors aujourd'hui, on va retrouver la gamme traditionnelle de Whatsoft sur des produits de sécurité, des produits d'antivirus, des produits de pilotage, de monitoring avec des grandes marques internationales connues qui nous font confiance et qui s'appuient sur notre savoir-faire concernant l'accompagnement des partenaires. On va retrouver aussi des produits un peu plus nouveaux sur des acteurs encore un peu moins connus comme l'archivage d'email, le MDM, le Mobile Device Management, qui sont des besoins qui sont en train d'émerger dans les PME. Dans un premier temps sur les plus grosses d'entre elles, mais de plus en plus dans le cœur de cible des PME. Et évidemment, aujourd'hui, en avant-première, on vient avec notre solution de communication unifiée et de téléphonie d'entreprise, dont on va parler avec nos amis d'Enrich. Depuis quand est-ce que vous avez choisi justement de vous appuyer sur Enrich? Alors, ce projet de solution de téléphonie et de communication unifiée d'entreprise, il a mûri depuis un petit moment chez Whatsoft. Et l'idée était de se dire, on voit qu'on a dans notre réseau de 3000 partenaires des gens qui sont extrêmement compétents sur la sécurité, sur la gestion des réseaux, qui connaissent le métier de leurs clients. Et finalement aujourd'hui, la téléphonie d'entreprise, c'est l'application informatique la plus critique d'une entreprise. Et donc, comment on fait pour mettre dans les mains de nos partenaires une solution qui leur permet de jouer ce rôle-là et qui leur permet d'avoir un vrai impact sur le métier de leurs clients. Donc quand on est parti de ce cahier des charges-là, il nous fallait aussi une solution qui soit européenne, idéalement hébergée en France, et avec un niveau de fonctionnalité qui permette vraiment de venir s'intégrer simplement autour des applications existantes de l'entreprise, que ce soit les CRM, que ce soit les Teams, mais également qui sache embarquer avec elles tout ce qui existe autour de la téléphonie, c'est-à-dire des utilisateurs qui ont besoin simplement d'un poste téléphonique et qui ne veulent pas passer sur du full softphone, ou alors des utilisateurs qui au contraire veulent travailler uniquement avec Teams. Et c'est à partir de ces critères-là, et en ayant aussi une stratégie commerciale, je pense, très complémentaire avec Enrich, qu'on a fait le choix de travailler avec Enrich. Kevin, qu'est-ce qui pour vous était et est toujours, d'ailleurs, on peut en parler au présent, important dans ce partenariat avec Whatsoft? C'est peut-être notre capacité à être proche de nos clients. On a une équipe qui est majoritairement basée en France, qui est déployée un petit peu partout sur le territoire, donc on a capacité à aller rencontrer nos clients intégrateurs, distributeurs, à les accompagner au quotidien quand il s'agit d'aller soutenir des affaires un peu importantes qu'on a envie de gagner ensemble. Donc je pense que ça c'est une chose qui est importante, c'est cette proximité-là. Et je pense que c'est un bon... C'est le plus important. C'est le plus important, c'est notre proximité. On sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les intégrateurs, notamment, ils ont besoin, il y a une vraie guerre en termes de ressources, ils n'ont pas forcément les ressources nécessaires, humaines, j'entends, les gens avec les connaissances fines des solutions. Comment est-ce que la solution d'Enrich, justement, permet à ces revendeurs, à ces intégrateurs, de rester finalement autonomes? Comment est-ce que vous leur facilitez la vie? Il y a plusieurs aspects en fait là-dedans. Déjà, la solution Enrich que Whatsoft a retenue pour créer son offre CAS, c'est une solution qu'on appelle eUp Cloud, qui est intégralement hébergée et managée par Enrich. Donc, ce que ça donne concrètement pour l'intégrateur, c'est que l'intégrateur n'aura pas à se soucier de la maintenance du logiciel, de la maintenance des serveurs, des data centers, des choses comme ça. Tout ça, c'est notre affaire, côté Enrich. On a des équipes qui sont faites pour ça. On héberge en France. Et ça, donc, c'est un premier point super important pour l'intégrateur. L'autre élément, c'est qu'on a mis le focus sur la création, la mise à dispo de portails d'administration simples. On a essayé de s'affranchir au maximum de toute la complexité des télécoms qu'on a l'habitude de voir depuis 20 ans, 30 ans sur du PBX, pour faire des choses simples et que ce soit accessible, limite, même sans formation particulière sur la partie téléphonie. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et puis encore une fois, pour leur faciliter la vie, c'est aussi leur permettre de rentrer facilement chez un client sans bouleverser les habitudes des utilisateurs finaux. Et pour ça, on a en fait une solution qui est très ouverte, qui permet de connecter une grande gamme
de postes téléphoniques de bureau, mais aussi de connecter du Microsoft Teams, de connecter des systèmes de visioconférence, soit développés par Enrich, soit du Zoom, soit du Teams. Donc on est très, très ouvert sur ce périmètre-là. Donc ça, je pense que notre ouverture et le fait de permettre à l'intégrateur de s'affranchir de la maintenance, c'est 2 éléments forts pour leur simplifier la vie. Une dernière question pour tous les deux, pour conclure cette discussion. On sait qu'aujourd'hui, le système d'information est devenu très complexe. Alors, la téléphonie est un service qui vient s'ajouter lorsqu'on le déploie en UCaaS. On a du cloud, on a beaucoup de solutions en mode SaaS. Comment est-ce que, avec votre partenariat, vous permettez finalement aux intégrateurs de se faire une place dans un SI et de ne pas ajouter de la complexité? Jean-Baptiste et puis Kevin. Je vais repartir de ce qu'expliquait Kevin. C'est qu'on leur amène une solution qui sait parfaitement s'intégrer à l'existant de l'entreprise. Et en fait, ce qui est intéressant et je pense qui est fondamental aujourd'hui dans l'évolution du métier de nos partenaires, c'est qu'ils viennent pour beaucoup, il y a encore une dizaine d'années, uniquement d'un rôle d'expert technique. Je sécurise, je gère le patrimoine numérique de mes clients, je m'assure que tout fonctionne, alors qu'aujourd'hui, les produits qu'on leur amène vont toucher l'utilisateur final, vont toucher le métier de l'entreprise et vont avoir un impact sur l'efficacité même de l'entreprise. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir s'intégrer sur ce qui existe et s'intégrer au métier réel des clients. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas un problème, c'est plus une opportunité pour eux d'arriver avec ce type de solution, de créer une certaine cohérence, de créer des processus et d'accompagner les entreprises sur cette digitalisation. On est en train de passer d'un marché, j'ai envie de dire, sur des sujets défensifs, comment je me protège, comment je fais en sorte que ça marche, comment je fais en sorte de ne pas avoir de problèmes techniques, à des sujets beaucoup plus offensifs, beaucoup plus métiers, avec un retour sur investissement beaucoup plus évident pour les clients, qui est comment je travaille mieux, comment j'ai plus de clients, comment mes clients sont plus satisfaits, comment je pilote ma relation client. Et c'est ça qui est génial en fait aujourd'hui. En même temps, c'est un challenge, mais c'est ça qui est génial avec les solutions qu'on amène, c'est qu'on est en train de changer de dimension et de surfer cette vague de digitalisation des entreprises. Kevin. Pour compléter un peu, je vais poursuivre sur ce que je disais pour la précédente question. Je parlais d'ouverture de notre solution. En fait, quand l'intégrateur va arriver dans une entreprise pour déployer la solution de téléphonie et cloud, très souvent on a des CRM qui sont en place. On a comme vous l'avez dit, un SI qui est très complexe, qui est très varié. Et typiquement sur la question des CRM, on a capacité à s'intégrer avec quasiment de 80 ou 100 CRM différents pour faire de la levée de fiches, pour faire l'intégration d'annuaires, des choses comme ça, pour faciliter la vie des utilisateurs finaux sans bouleverser leurs habitudes. Encore une fois, je pense que c'est le plus important finalement pour que la solution soit adoptée, c'est ne pas casser l'habitude de la personne qui au quotidien va utiliser la solution. Et même encore plus loin que ça, les intégrateurs qui travaillent avec Quadsoft sont des personnes issues du monde de l'informatique qui, pour certains, ont des capacités de développement. Et ils vont pouvoir même s'appuyer sur nos API, parce qu'on est encore une fois très ouvert, et ils vont pouvoir s'appuyer sur nos API pour développer eux-mêmes des intégrations métiers. Et donc venir intégrer la solution Enrich dans un SI qui est très complexe et qui est de plus en plus complexe, comme vous l'avez dit précédemment. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-François Sol-Dourdin, directeur d'IT Partner. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous recevoir. D'abord parce qu'on a eu une très belle édition, on peut dire même historique. Il n'y a jamais eu autant de monde et je dirais même jamais eu autant de satisfaction du côté des exposants en tant que des visiteurs. Et vous avez annoncé fait une grosse annonce ce matin puisque IT Partner va déménager. Absolument. Alors je vous laisse la primeur de l'annonce. Oui, effectivement. Alors ça peut paraître paradoxal, mais après une édition donc 24 qui est en train de se terminer, qui effectivement est un véritable succès, hein, c'est-à-dire qu'on va être en croissance sur tous les indicateurs. Donc voilà, ça ce sont les chiffres. Et puis le ressenti dans les allées est excellent. Les exposants ont le sourire. Ils nous expliquent qu'ils ont fait des affaires, du business. Les visiteurs aussi ont le sourire. Tout s'est très bien passé. Donc c'est
très beau point de départ pour une nouvelle histoire d'IT Partners. Il y a des raisons à ça. Ça fait 18 ans qu'on organise IT Partners chez Disney. Ça a été une très belle coopération. Mais aujourd'hui, le site de Disney, eh bien, tout simplement ne nous permet pas de poursuivre, je dirais, la dynamique de développement du salon dans les conditions où on souhaite le faire. Il y a un certain nombre de contraintes logistiques chez Disney qui sont impactantes pour nous. Et puis au-delà de ça, IT Partners aspire à faire de la croissance que nous ne pouvons pas réaliser chez Oui, Disney. parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous poussez les murs. On est au taquet de tous les côtés. On est très plein. Voilà, on exploite au maximum le dispositif Disney aujourd'hui. Et on ne peut plus l'étendre. Et on ne peut plus l'étendre. Et Disney, effectivement, ne peut pas, à date, nous proposer de solutions. Alors la difficulté avec l'événement IT Partners, c'est qu'il n'y a pas seulement un aspect business, il y a un aspect festif, convivial, je dirais. Et ça, c'est difficile à retrouver ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous avez imaginé ? Alors, c'est effectivement pour transposer l'ADN d'IT Partners, business, communauté et fête, eh bien, il faut se mettre à la recherche d'un lieu qui, par ses caractéristiques, son côté unique, je dirais même, eh bien, nous offre la possibilité de le retraduire, de recréer une proposition qui soit à la hauteur des attentes de la communauté qui se présente sur IT Partners. Et ça, c'est un travail que nous avons démarré il y a 1 an et demi, en fait. Aujourd'hui, parce que c'est un long travail de recherche d'abord, de solutions, et puis ensuite d'évaluation, de simulation, voilà, qu'on a effectué tout au cours des mois, au long des mois écoulés, et qui nous a amené à choisir le lieu de Paris La Défense Arena. Alors pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que, déjà parce que c'est un lieu qui est un lieu important par la taille, c'est-à-dire c'est tout simplement la plus grande salle indoor de spectacle d'Europe. C'est 2 fois l'Accor Arena à peu près en termes de taille. Et il fallait ça pour accueillir IT Partners. Oui, parce qu'on rappelle, les grands chiffres, c'est 6500 visiteurs. Alors l'année dernière, c'était 6800 visiteurs 6800. uniques. Mais on sera au-dessus cette année. Certainement. Voilà. Auquel il faut rajouter la présence des exposants. Donc oui, on est sur qui sont 3000 de plus cette année. Donc on est sur 10 000 quoi, 10 000 personnes. Donc c'est déjà un gros volume. Et 10 000 mètres, enfin 9500 mètres carrés de surface d'exposition. Ici, on est chez Disney sur 9200 mètres carrés d'exposition. Et à la Défense Arena, on va totaliser sur les différents espaces entre 13 et 14 000 mètres carrés disponibles avec différents types de propositions. Alors l'avantage de l'Accor Arena, c'est qu'effectivement, vous le disiez, il y a de la surface, mais il y a aussi la logistique pour du spectacle. Alors absolument, en fait, c'est une salle multi-usage, je dirais, qui est pensée pour ça, et c'est une salle de spectacle qui en fait nous permet de retranscrire dans un lieu unique les 2 dimensions d'IT Partners, je dirais le business et puis la fête, et tout ça peut être imaginé, pensé, créé et intégré totalement à l'intérieur de l'enceinte même de la Défense Arena qui est prévue pour ça. D'accord. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sera sur un lieu unique, donc finalement exactement sur la même proposition qu'aujourd'hui. Pour l'instant, vous en dites pas plus parce que finalement, vous le lancez l'opération que dans 2 mois, mais ça fait déjà grand bruit. Alors on se pose déjà pas mal de questions, notamment autour du transport et de l'hôtellerie. Là, par contre, c'est différent. On n'aura pas une offre unique. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous posent cette question ? Alors, je leur réponds d'abord que c'est un des aspects du projet qu'on a étudié au même titre que les autres, que l'aspect commercial, que l'aspect festif, etc. Bien sûr, on s'est penché là-dessus. Et qu'il ne faut pas oublier qu'on est donc là dans le quartier de la Défense et qui propose en fait à proximité une offre hôtelière qui est conséquente, qui est très importante, hôtel, parking et transport bien sûr, et que bien évidemment on a intégré tous ces aspects-là. Mais il est vrai aussi qu'on sera dans un dispositif, dans une configuration qui sera forcément différente de celle de Disney. Et l'objectif, donc, c'est de faire de la croissance, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une offre à laquelle vous ne répondez pas. Oui, absolument. Et ça ne date pas de cette année. Ça fait déjà un petit moment qu'on a noté ça, bien sûr. Vous avez 300 à peu près exposants, un petit peu moins. Oui, on en a 286 cette année, en légère croissance, mais parce qu'on est plein de toute façon. Mais il y aurait un besoin supplémentaire. Clairement, c'est-à-dire qu'il y a 2 besoins. Il y a des exposants historiques qui ont besoin de se développer. D'avoir plus d'espace. Plus d'espace. Voilà. Et puis on a un certain nombre d'exposants qui font la queue pour rentrer et à qui malheureusement on est obligé de dire non aujourd'hui.
Très bien. Bon, alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose dans ce qu'on a dit? Non, je crois pas. En fait, l'essentiel. On donne rendez-vous à tout le monde à partir du mois de mai avec évidemment beaucoup plus de détails. Et puis, entre-temps, on travaille d'arrache-pied. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer sur le stand. Et puis moi, j'en profite pour dire au revoir à tout le monde. Merci de nous avoir suivis sur ce direct. Et moi également, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Donc au mois de février, parce que les dates changent également d'un mois. Au mois de février, à l'accord Défense Arena. Paris La Défense Arena. Paris, pardon. Oh là, je confonds tout. Paris Défense Arena. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. On est bon? Parfait. Ok, super. Merci.